Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous voir toujours plus nombreux. Et il y a même une bande de jeunes gens. Et sans capuche, oh, la vie est belle. Alors, je reprends. Ça y était. Après tant de jours de mer, nous étions enfin sur la terre ferme à Buenos Aires. Et c'était incroyable, car au terme d'un si long voyage à l'autre bout du monde, nous arrivions dans une capitale européenne. Les avenues, les immeubles, les restaurants, les cafés, tout ressemblait à l'Europe, voire même à Paris. Et donc notre dépaysement était étonnamment très relatif. En ces années 1920, Buenos Aires accueillait les émigrés venant de tous les horizons, souvent très fortunés, beaucoup d'anglais notamment, et la vie mondaine et culturelle était à son apogée. Don Diego en personne vint nous accueillir à l'arrivée du bateau, mais nous fûmes un peu bousculés par les fans de Ninon Valin, qui firent une haie d'honneur à la diva de retour dans son théâtre de prédilection, le Théâtre Colonne, pour enchanter les mélomanes avec sa Carmen. Il fut décidé que nous resterions 2 jours à Buenos Aires avant de rejoindre l'hacienda de Don Diego à une 50aine de kilomètres de la ville. Ce dernier se montra tout aussi charmant et tactile qu'avec moi à Paris, et je devais user de stratagèmes pour m'éloigner le plus possible de lui, car tout était prétexte à me tripoter. Je n'osais pas m'en ouvrir à Max, car je savais que sa colère serait telle que toute collaboration avec Don Diego serait terminée, et je voulais absolument éviter cela. Je rusai donc en me disant que dès que l'affaire serait faite, nous repartirions et que je ne verrais plus le bonhomme. Le tout était de réussir à tenir 8 jours. À part ce désagrément, ces 2 jours à Buenos Aires furent un enchantement. Notre hôtel, situé sur la fameuse avenue Alvear, était d'un luxe inouï. Les mets servis dans les restaurants étaient divins et la faune internationale, joyeuse et décomplexée, mettait une ambiance électrique dans la ville. Nous dansâmes des tangos sensuels et torrides, Max et moi. Et je dansais des tangos raides et affolés avec Don Diego. Nous allâmes bien entendu applaudir Ninon au Théâtre Colonne, où elle reçut une ovation de 30 minutes pour sa Carmen, et nous enchaînâmes avec une soirée dans des bars où les bandoneones vous mettaient le vague à l'âme et donnaient à Don Diego l'envie de caresser ma jambe. Bref, tout était formidable et abominable à la fois. Et finalement, je n'avais qu'une hâte, arriver au plus vite au domaine de Don Diego pour enfin le remettre entre les mains de sa femme et qu'il me fiche la paix. Don Diego était si riche qu'il avait fait construire une voie de chemin de fer partant de Buenos Aires et arrivant directement sur ses terres. Et c'est donc dans un wagon décoré comme une maison close, avec des rideaux rouges à pompons, des canapés de velours, des tableaux un brin suggestifs et un bar à cocktail ahurissant que nous fîmes le trajet jusqu'à l'hacienda. Le domaine s'étendait à perte de vue, et de partout on pouvait apercevoir des chevaux splendides, galopant crinières au vent en toute liberté. Là, le dépaysement, nous l'avions, et cet espace infini, vierge et sauvage, nous ne le trouvions pas dans nos contrées. Entre l'arche d'entrée du domaine et la maison, nous dûmes prendre une voiture et rouler 20 minutes, et pour la première fois je trouvai le parc de notre château du Petit Plaisir très rikiki en comparaison. Enfin, après avoir avalé des kilomètres et autant de nuages de poussière, nous arrivâmes devant une construction typique de l'Amérique du Sud. Un mélange d'Espagne et de western, comme le cinéma muet en produisait depuis quelques années. La demeure, comme tout le reste, était immense, et je ne sais par quel miracle, au milieu de cette sécheresse, elle était entourée de jardins verts et luxuriants, de fontaines, de bassins et de palmiers, bref, une oasis de rêve. Sur les marches de l'escalier monumental, menant à la toute aussi monumentale porte d'entrée, se tenait une douzaine de domestiques tirés à 4 épingles, et en haut du même escalier, telle une reine, nous attendait Doña Caballero, brune comme l'ébène, moustachue comme mon grand-père et avenante comme un gardien de prison. D'un coup, je comprenais mieux les penchants de son mari pour les jolies femmes. Elle me regarda des pieds à la tête, et quand elle planta dans mes yeux son regard de braise, dont le strabisme prononcé augmentait encore la férocité, je sus que nous ne serions pas forcément les meilleurs amis du monde. Il était prévu le soir même le fameux petit dîner en notre honneur dont nous avait parlé Don Diego Oritz, et nous fûmes donc conduits par 2 domestiques austères et silencieux dans notre chambre, grande comme un appartement de nabab, où nous pûmes enfin souffler et nous préparer pour la soirée. Le collier n'avait plus quitté mon cou depuis New York et je l'avais à nouveau caché sous mon écharpe blanche, mais je dois dire qu'après un séjour prolongé dans un vol au vent aux poissons, malgré plusieurs bains dans de l'eau savonneuse, il avait gardé une sorte d'odeur maritime qui m'indisposait un tantinet. Max, lui, était sur un petit nuage. Il trouvait les chevaux superbes, le lieu incroyable, Don Diego charmant, et il imaginait déjà tous les bénéfices qu'il allait retirer de cette association. Je décidai donc de le laisser jouir entièrement de son plaisir, et j'accrochai sur mon visage le sourire le plus délicieux qui soit, en comptant les jours qu'il nous restait à passer ici, avant de rentrer chez nous, c'est-à-dire 4. Max et moi étions sur notre 31 pour faire honneur à nos hôtes, et je dois dire que lorsque nous fîmes notre entrée dans l'immense salon de réception,
Hormis la légère odeur de saumon fumé que je traînais avec moi, nous étions plutôt magnifiques. Et tant mieux, car le petit dîner prévu était en fait une réception phénoménale, avec une table de 50 couverts et tout le gratin des éleveurs de chevaux et des notables du coin. À l'un des bouts de la table trônait Dona Isabella Caballero, telle une reine prête à envoyer à l'échafaud celui, ou plutôt celle, qui lui déplairait. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment qui elle regardait à cause de ses yeux qui partaient dans tous les sens. À l'autre bout de la table, une trentaine de mètres plus loin, Don Diego avait pris place et me demandait de m'asseoir. Où ça? Je vous le donne en mille. À droite de lui, bien sûr. Max étant relégué en plein milieu de la table, entouré par des éleveurs et leurs femmes, discutant à bâton rompu toute la soirée et m'adressant des regards amoureux et enchantés tout au long du repas d'un air de dire « C'est formidable, ma chérie, hein. N'est-ce pas ?» Inutile de vous dire que pour moi, cette soirée fut un calvaire. Coincé entre mon voisin de droite, un vieil aristocrate roumain, sourd comme un pot et complètement gâteux, et un Don Diego encore plus en forme que d'habitude, dont les mains me pétrissaient si fort les cuisses que je serais sûrement couverte de bleu le lendemain. Bref, un cauchemar absolu. Lorsque le dîner fut enfin fini et que je m'avançai pour dire bonsoir à Dona Isabella, je crois que si elle avait pu me découper en morceaux devant ses invités, elle l'aurait fait. Une fois remontée dans notre chambre, j'eus soudain un léger coup de mou et je me mis à pleurer devant un Max tout étonné. Je le suppliai d'avancer notre retour car, ce qui était vrai, je ne supportais plus d'être loin de notre petite Flora. Max a toujours voulu me faire plaisir et, en me prenant dans ses bras, il me promit que nous passerions encore la journée de demain sur le domaine afin que l'affaire avec Don Diego soit définitivement conclue et que nous repartirions dès le surlendemain. J'étais un peu soulagée. Mais il restait encore une journée et Don Diego avait prévu de nous faire visiter le domaine à cheval. J'espérais au moins qu'une fois sur ma monture, je pourrais m'éloigner le plus vite possible de lui. Mais hélas, le bougre, il avait tout prévu. Le lendemain matin, après un petit déjeuner servi dans notre chambre, nous devions retrouver aux écuries à 8 heures Don Diego et ses gauchos, plus une dizaine d'invités restés à coucher au domaine. Les cuisinières avaient préparé pour chaque cavalier une besace remplie d'empanadas, sorte de petits pains traditionnels argentins fourrés à la viande qui nous serviraient de pique-nique. Or, depuis ma plus tendre enfance, sans que l'on sache pourquoi, je refusais de manger quelque animal que ce soit, trouvant ça horrible et cruel, et en grandissant, j'avais continué d'appliquer ce principe, sans savoir d'ailleurs que Pythagore, l'auteur du fameux théorème, faisait de même, puisqu'il refusait de manger tout ce qui avait une âme. Bref, tout ça a été très beau, mais le résultat était que j'allais devoir me passer le déjeuner durant toute cette longue journée à cheval. On me remit également une paire d'éperons, quelle horreur, et une sorte de grand fouet pour faire avancer nos montures. Bien que montant à cheval depuis mon plus jeune âge, je fus impressionné par la taille des pur-sangs et leur allure. Tous les cavaliers étaient en selle, et je cherchais des yeux le géant qui allait m'être attribué, quand Don Diego lui-même s'approcha avec un petit cheval à l'air extrêmement placide qui s'appelait Fuego et que j'aurais plutôt appelé Ramolo. Il me dit que pour une dame, il valait mieux une monture plus calme et plus docile. Ouais, et surtout incapable de semer un poursuivant entreprenant. Il ne restait plus aucun autre cheval et tout le monde m'attendait. Je n'eus donc autre choix que de monter sur le dit Fuego qui choisit de partir au très petit trot pour rejoindre la troupe qui s'éloignait déjà au galop. Je compris vite que la seule chose qui intéressait Fuego était de manger. Il s'arrêtait tous les 2 mètres pour déguster une baie, brouter une herbe, renifler une feuille, bref. Les autres cavaliers n'étaient plus qu'un nuage de poussière s'éloignant loin devant moi. Mais au moins, Don Diego était-il parti avec eux, et je me dis que finalement, je parviendrais bien à les retrouver lorsqu'ils feraient une pause et que cette petite promenade au ralenti n'était pas désagréable. Hélas, devant mes yeux soudains, je vis un petit point qui s'approchait à vive allure et je reconnus de loin l'énorme cheval noir de Don Diego qui avait sûrement laissé les autres s'éloigner et revenait pour me coincer enfin dans la pampa, sans personne autour pour me défendre. Et Fuego, qui était en train de manger une ortie, ne bougeait pas d'un iota. Je refusais catégoriquement d'utiliser le fouet ou mes éperons car je trouvais ça abominable. Mais je voyais Don Diego se rapprocher dangereusement. Alors j'eus une idée, peut-être pas de génie, mais au point où j'en étais, il fallait tout tenter. J'attrapai le grand fouet et je sortis de ma besace un des empanadas à la viande que j'accrochai par un nœud à l'extrémité du fouet, puis je tendis le fouet par-dessus l'encolure de Fuego de manière à lui mettre le petit pain fourré juste un peu plus loin de son museau. L'effet fut immédiat. Fuego, n'ayant jamais eu droit à un empanadas, mais supputant que ça devait être fichtrement bon, se mit à galoper comme un fou pour essayer de l'attraper. Don Diego se rapprochait sacrément, mais j'agitais le petit pain comme une folle tout en m'agrippant à la crinière de Fuego qui avait retrouvé une seconde jeunesse et dont l'estomac frétillant lui donnait des ailes. Et c'est ainsi que je me dirigeais au triple galop vers les écuries avec un Fuego qui aurait pu courir le prix de l'Arc de Triomphe et un Don Diego stupéfait et fulminant qui me poursuivit jusqu'aux écuries où nous tombâmes sur Dona Isabella, en tenue d'Amazone, qui s'apprêtait à nous poursuivre pour nous surprendre en mauvaise posture.
Alors là, j'avais réussi à faire d'une pierre deux coups, me débarrasser de Don Diego et calmer le courroux de sa femme qui, me voyant revenir à la maison sans visiblement être passé par les bras de son mari, me regarda d'un coup avec plus d'amabilité. Enfin, je ne sais pas si c'était moi ou Fuego qu'elle regardait, mais c'était aimable. Don Diego repartit sans un mot au galop. Je donnai tous mes empanadas à Fuego qui m'avait sauvé et je rentrai à l'hacienda avec Isabella, qui me confia, la pauvre, que son mari l'avait épousée parce qu'elle avait une fortune immense qui permettait d'avoir ce domaine et les chevaux, mais qu'elle était consciente de sa disgrâce et qu'elle n'en pouvait plus d'être ainsi trompée sans cesse. Nous passâmes toute la journée ensemble et je découvris une femme intelligente, sensible, cultivée, extrêmement attachante et digne d'être aimée. À la fin de notre conversation, elle se leva et partit s'enfermer dans le bureau. Lorsque Max rentra, il me dit que le domaine et les chevaux étaient exceptionnels, mais que Don Diego était brutal avec les bêtes et méprisant avec ses gauchos et que cela lui avait déplu au plus haut point. Je décidai alors de tout lui raconter sur le comportement de l'odieux bonhomme avec moi et avec sa femme. Après mes aveux, Max descendit frapper à la porte du bureau et resta enfermé avec Doña Isabella pendant 2 heures. J'imaginais bien que ça n'était pas pour la bagatelle. Le soir, au moment du dîner, en petit comité cette fois, puisqu'il n'y avait que nous 4, Don Diego était d'une humeur de chien et ne m'adressait pas la parole. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, Isabella lui fit signe de s'arrêter, et elle lui dit de la manière la plus simple et la plus glaciale qui soit qu'elle avait appelé son notaire, et que même si le divorce était interdit, elle reprenait seule la gestion du domaine, et qu'elle ferait en sorte qu'il ne puisse y remettre les pieds durant les 30 prochaines années, sous peine d'être légèrement maltraité par ses gauchos, qui se feraient un plaisir de se venger de toutes les humiliations qu'il leur avait fait subir. Et elle tint parole. Et elle épousa son notaire. Le lendemain matin, Don Diego était parti et nous reprîmes enfin la longue route de retour qui nous ramènerait chez nous pour revoir le soleil de notre existence, notre petite fille Flora. Nous fîmes nos adieux à Isabella, mais la veille dans le bureau, Max et elle s'étaient associés et ils firent affaire et travaillèrent ensemble très fréquemment jusqu'à ce que... Mais c'est une autre histoire. Oui, Archie? Vous trouvez que les empanadas ne valent pas la tourte écossaise à la panse de brebis? Oui, alors vous savez, pour moi ça se vaut. Et vous voudriez bien me montrer vos 2 taureaux? Oui. Bien, les amis, le devoir m'appelle à nouveau. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Olé!